calling for it. James can only fist it. It comes for Cantona! I don't believe it! You just couldn't write this script. What a fairy story for Eric Cantona. Manchester United in front. 4 minutes to go. And Cantona has claimed the crucial goal. Well, he takes it in superb style from outside the box, but it has to go down as a goalkeeping error. All afternoon, James has handled brilliantly. This occasion, he comes for it, elects to punch. He's on the floor. Cantona, absolutely brilliant. Enough defenders there, though, to clear it. Manchester United, Liverpool, Liverpool, Manchester United. Assurément les deux plus grands clubs de l'histoire du football anglais, rien d'étonnant alors de les voir se disputer une finale de FA Cup. Dans le podcast du jour, les libéraux vous proposent de revenir sur la finale de l'édition 96 de cette compétition. Un match qui paraît anodin, mais qui s'avère être bien plus historique qu'il n'y paraît. Pour les Reds, pour les Red Devils et pour le football anglais. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai les libéraux Gilles Christ. Salut à tous. Tate. Salut à tous. Et un invité spécial qu'on attendait depuis longtemps chez les libéraux, le spécialiste du football anglais et un ami de l'équipe, Geoffrey Pontelane. Salut les gars, et puis merci encore pour l'invitation, c'est très sympa, j'écoute vos podcasts à longueur de journée, non, parce que j'ai aussi autre chose à faire, mais en tout cas à longueur de temps en tout cas. Heureusement. Et franchement c'est merveilleux, c'est aussi mon petit péché mignon, le foot d'avant, et ouais, à chaque fois je prends énormément de plaisir quand j'écoute vos podcasts. Alors tu es de notre génération aussi, hein, Geoffrey, il faut le dire, et quelque part, c'est quoi pour toi le football de ton enfance aussi, ça te renvoie à quoi ? Le foot, beaucoup de choses, énormément. Mon premier souvenir vraiment de foot à la télévision, c'était la séance de tir au but de la Coupe du Monde 94. Mon tout premier souvenir, j'avais 5 ans, donc j'ai des bribes. Et vraiment, mon premier gros souvenir, c'est l'Euro 96 en Angleterre, où là, je l'ai vraiment vécu pleinement. Puis après, tout s'est enchaîné avec la première ligue, le foot aussi d'ailleurs, etc. Donc tout a commencé, on va dire, à partir de là vraiment, quand j'avais vraiment l'âge un petit peu de comprendre et puis surtout aimer et apprécier le football. Alors c'est intéressant que tu parles de l'Euro 96 puisque c'est un tournoi qui est quelque part un spectre au-dessus de l'affiche dont on va parler aujourd'hui. Ah, j'ai peut-être fait exprès, Marc. Donc on a bien fait de te choisir pour ce numéro. Alors ce match-là, du coup, c'est le 11 mai 1996 à Wembley. 79 000 personnes sont venues assister à la rencontre entre les deux géants du football anglais, Liverpool et Manchester United. Gilles Christ, symboliquement, ce match a quand même une portée particulière. Ce n'est pas anodin qu'on veuille en parler aujourd'hui. Parler de ce match-là, c'est faire un petit peu mal aux Reds. Et rendre hommage aussi à ce qu'on appelle, ce que moi je pense être le plus grand joueur de l'histoire de la Première Ligue, à savoir Eric Cantona. On aura l'occasion d'en parler. Oui, moi je pose tout de suite la chose. Mais surtout, quand on voit ce match et le contexte dans lequel ce match se dispute, en 1996, on a l'impression qu'on est vraiment à un tournant dans comment le football anglais va devenir par la suite, notamment donc à la fin du XXe siècle et au début du XXIe, et cette période glorieuse des années 80, début des années 90, où Liverpool a été très performant. Et j'ai l'impression que c'est une croisée des chemins, même si Liverpool était encore était déjà en arrière, alors que Manchester était déjà le club que maintenant tout le monde connaît. Alors on a une confrontation concrètement entre les deux meilleures attaques du championnat, avec notamment Tate 28 buts en championnat pour Fowler. Pour Fowler, et avec Stan Collymore qui est venu l'année d'avant. Très gros transfert à l'époque. Énorme transfert. Bon, après c'est un joueur aussi un peu borderline dans sa vie privée, dans sa vie publique. Et on a aussi les autres. On a les Spice Boys, Harry Redknapp. On a Jamie, oui. Harry, ça fait longtemps qu'il a arrêté. Ah non, ça fait longtemps, non. Surtout, ça fait très très longtemps. Ouais. On a David James, on a Steve McManaman, on a Stan Collymore et Paul Ince.
qui sont un petit peu représentatifs de la nouvelle génération. Bon, pas Paulins, il vient après Paulins, qui sont un peu représentatifs de la nouvelle génération à Liverpool à l'époque. Ça sera un gros chapitre, hein, les Spice Boys dans ce podcast. Ouais. On va bien en parler. Alors, il y a un ascendant, on va dire, au classement du côté de Manchester, mais en ce qui concerne les confrontations directes en championnat, l'ascendant, il est plutôt du côté de Liverpool, Geoffrey, avec notamment ce 2-0 et 2-2 et 4 buts de Robbie Fowler, encore une fois. À l'approche de ce match-là, tu penses que Liverpool sait qu'elle a une carte à jouer? Oh bah, clairement, évidemment. Et puis de toute façon, un match de coupe, c'est quand même assez différent aussi d'un match de championnat. C'est pas le même contexte. Il y a aussi quand même un trophée à avoir en bout en fin d'année. Puis surtout aussi, il faut rappeler que le 2-2, c'était aussi le match de rentrée du fameux Eric Cantona. Exactement. Après les 8 mois de suspension, où il a marqué, passe décisive aussi pour Nicky Butt. Et puis le 2-0, le 2-0 2 mois plus tard, Anfield. C'était plus compliqué, doublé encore, oui, comme tu l'as dit, de Robbie Fowler avec un magnifique coup franc et puis un tour de passe-passe au sein de la défense de United, où là vraiment, oui, il n'y avait pas vraiment photo entre les deux équipes lors de cette rencontre. Mais oui, il y a quand même un ascendant, on va dire, je vais pas dire psychologique, c'est pas vrai, puisqu'en plus United s'est rassuré avec le championnat. Mais c'est vrai que les confrontations directes, ça compte évidemment. Et franchement, au début de cette rencontre, ouais, c'était clairement du 50-50. Alors, avant de rentrer dans le match plus précisément, ce sera intéressant aussi de faire un focus sur chacune des deux équipes, sur la manière dont ils abordaient ce match-là. Et notamment du côté de Manchester United, Gilles Christ, pour être très clair, c'est le club qui est sur le toit du football anglais à ce moment-là depuis 3-4 ans. Oui, clairement, depuis l'arrivée d'Eric Cantona. Moi, je vais continuer à faire mon hommage à Eric On va Cantona. comptabiliser le nombre de fois où tu vas dire Cantona sur ce podcast. Ça fait 2. Exactement. Je vais le dire encore une troisième fois. Cantona. Voilà. Non, mais, en fait, quand vous voyez ce Manchester, champion 93, qui fait le doublé 94, qui perd le titre en 95 au détriment de Blackburn, et là, c'est la seule saison incomplète d'Eric Cantona sur la scène anglaise. Il fait ce retour-là en 95-96. Manchester est devant, mais c'est vrai que le contexte de la saison est quand même assez particulier. Sir Alex Ferguson fait confiance à des jeunes, et après le premier match de la saison, voilà, donc il y a certains consultants des Liverpooliens qui, notamment Alan Hansen, qui sort cette fameuse phrase: vous ne pouvez rien gagner avec des enfants. Voilà. Cantona revient en octobre, fait cette fameuse remontée sur Newcastle avec cette passe d'armes entre Sir Alex Ferguson qui parle de Leeds et la réponse de Kevin Keegan au cours de cette saison-là, qui amène au titre. Et après maintenant ils sont peut-être à un match lors de cette finale de Coupe d'Angleterre d'écrire l'histoire, puisque jamais une équipe n'avait fait un double-double. Et là, justement, Manchester United est en mesure d'écrire l'histoire par rapport à ça. C'est vraiment incroyable d'être à un match de l'histoire et dans un théâtre qui n'est pas le théâtre des rêves, mais qui est vraiment un grand théâtre comme celui de Wembley. Oui. Cette saison-là, Geoffrey, c'est Newcastle qui perd le titre ou c'est Manchester qui va le chercher? De toute façon, oui, non, mais c'est un peu des deux, parce que c'est vrai qu'il faut rappeler qu'à la mi-janvier, il y avait 12 points de retard pour United. Donc ce qui était quand même assez conséquent, surtout qu'en plus on sortait de la période du Boxing Day, qui est une période quand même assez charnière et qui signifie forcément quelque chose à chaque fois pour l'attribution d'un titre en Première Ligue, quand celui-ci n'est pas gagné évidemment, comme par exemple Liverpool ou Manchester City ces dernières années assez rapidement. Mais oui, clairement, il y a eu aussi une prise de conscience aussi d'United, et bien finalement que le titre est en train de leur échapper, de réaccélérer. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que Eric Cantona, mis à part la Coupe d'Angleterre où il est le meilleur buteur de Manchester United, prend ses responsabilités, avait aussi ce but importantissime à St James Park, où il va enchaîner après 6 buts de suite dans les rencontres, et il me semble 10 buts sur l'année de janvier à mai en 96. Oui, c'était clairement important. Et puis en fait, le problème, c'est que Newcastle a commencé en fait un petit peu à glisser, à enchaîner les matchs nuls et puis aussi un petit peu les défaites assez encombrantes.
Et oui, Gilles Christ en a parlé, cette sortie de peut-être l'interview d'avant et d'après-match, surtout après-match, qui est un petit peu la plus symbolique et la plus mythique de l'histoire du football anglais, parce que... I would love it. Oui, I would love it, parce que oui, il reprenait un petit peu les propos de Sir Alex. Il disait que Manchester United avait déjà joué contre Leeds et contre Nottingham Forest, et il pensait que justement que ces deux équipes-là qui devaient encore jouer contre Newcastle, c'était à la sortie du match face à Leeds qu'ils allaient pas tout donner, etc. Et ils allaient lever le pied. Exactement, et c'est ce qui a fait sortir De Segon, qui a mis aussi le pauvre Stuart Pearce dans l'histoire. Donc ouais, ça a un petit peu chauffé, et je pense que cette sortie-là, elle a aussi des conséquences pour la fin de saison de Newcastle, même si c'était quand même à la fin et que le titre semblait déjà joué à une journée de la fin. Ouais. Mais c'est là que tu vois tâter le maître calculateur qui est Ferguson, parce que je suis sûr que c'était ce qu'il cherchait. C'était de les faire craquer psychologiquement. Exactement, il a gagné la bataille psychologique à l'époque. Mais il faut revenir aussi sur l'équipe de Newcastle à l'époque, qui, hormis Les Ferdinand, l'équipe ne marche pas, entre guillemets, les recrues ne marchent pas. Faustino Asprilla, il n'est pas aussi bon qu'on l'annonçait. Je veux dire, l'équipe dépend vraiment de Ferdinand à l'époque. Hein. Ferdinand, Peter Bisley, ouais. Bisley et un peu Ginola. Et oui. C'est vraiment, par rapport à Liverpool et encore Manchester qui est encore un cran en dessous, collectivement, c'était en dessous. Alors on va s'intéresser un petit peu à Liverpool, hein, qui se reconstruit doucement du côté de l'Angleterre. Dernier titre qui date des 90, hein, donc c'est vrai que ça fait longtemps que Liverpool n'est plus au sommet du football anglais. Déjà à l'époque, ils avaient quand même cette League Cup en 95. Gilles Christ, si je te parle un peu de Roy Evans, qui a été le coach de Liverpool à l'époque depuis 94, ça te renvoie à quoi? Moi, ça me renvoie justement à tout ce que en fait, on va dire que c'est un des symboles, notamment au niveau du staff technique, de tout de l'inverse des clichés que l'on a sur le football anglais. Puisque Liverpool, pour beaucoup de personnes, il faut que les gens le sachent, c'est une équipe qui a une culture d'académie qui est quand même assez importante en Angleterre et aussi en Europe, et qui a un jeu, on va dire, très continental par rapport aux équipes britanniques de l'époque. Voilà où on privilégiait le jeu aérien et l'engagement, alors que Liverpool privilégiait le jeu au sol et la technique d'une certaine manière. Passer le move. Exactement. Donc ça c'est vrai que avec cette culture-là, Roy Evans est on va dire dans la continuité de cette culture-là, et il hérite quand même d'une sacrée génération de joueurs qui sortent de l'académie au cours des années 90. Qui l'ont mené plus ou moins la vie dure. Je pense qu'on va y revenir. On va en parler. Mais Roy Evans a essayé justement dans la succession des anciennes gloires de Liverpool, notamment au niveau des entraîneurs, d'essayer de perpétuer quelque chose qui ressemble à l'identité de Liverpool et dans lequel cette identité continue de perdurer à travers son mandat. Mais c'est vrai que du côté de Liverpool, Geoffrey, on a quand même on a du beau jeu, hein, le ballon ne quitte pas le sol, McManaman, Fowler, Redknapp se trouve facilement. Pardon ? Sacré joueur. Oui, bien sûr, sacré joueur. Passé par le Real, n'est-ce pas, Gilles ? Même si moi, vous savez, mon préféré dans l'eau, c'est Fowler, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais effectivement, on a quand même une équipe, Geoffrey, qui sent bon le football, malgré le fait qu'on soit dans les années 90, ou avec ce fameux kick and rush, les modes de terre sur les terrains, avec les gros clichés qu'on a en Angleterre, on ne le retrouve pas du côté de Liverpool. Non, c'est vrai que c'était un peu en plus assez paradoxal par rapport, on va dire, au palmarès de Liverpool à cette époque-là, entre 90 et 95, où c'est vrai qu'il y a eu rien eu. Il y a juste une victoire en FA Cup en 92. Mais Liverpool, en fait, se reconduisait petit à petit, c'est-à-dire on avait toujours un peu des vieux briscards comme John Bart, par exemple, qui était toujours là. Ouais. Mais voilà, il y a eu donc un renouvellement de génération. Donc, comme l'a dit Gilles Christ aussi, il y a eu
eu les jeunes, on va dire, de Melwood qui sont arrivés. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu des vieux, en quelque sorte. Ian Rush était toujours là, mais il s'était quand même un peu voilà, exactement, dans la grosse période de Ian Rush. Mais par exemple, les Ronnie Rosenthal n'étaient plus là ensuite. Bruce Grobbelaar, le fameux Bruce Grobbelaar aussi, est parti petit à petit. Voilà, légendaire. Steve Nicol aussi. Donc Barry Vernison aussi. Donc on amène autre chose, un peu comme un peu la class of 92 du côté d'United. Et c'est un petit peu la jeunesse qui a pris le pouvoir avec, comme Gilles Christ en a parlé aussi, le formidable Steve McManaman. J'ai revu des vidéos récemment encore de sa période à Liverpool de ces années-là. C'est absolument c'est magnifique ce qu'il fait avec ses pieds, et je préfère encore limite plus les passes décisives qu'il faisait, aussi les changements de rythme, etc., que peut-être finalement son ciseau en finale face à Valence. Je suis désolé, mais non, après, c'était une petite provocation gratuite, évidemment. Non, il a le droit. Qu'est-ce qu'il a fait à Liverpool qui a marqué ce club? Voilà, c'est bon. Après, voilà, pour McManaman, après pour cette équipe de Liverpool. Bon, c'est vrai que c'est une belle équipe de bons joueurs de football, mais McManaman, quand on regarde la finale, on a le droit d'être déçu sur ce match. Alors justement, tu parles de McManaman et justement la déception qu'il peut provoquer, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce match-là, c'est aussi Class of 92 contre les Spice Boys. Et c'est ça aussi le point sur lequel j'aimerais qu'on insiste, parce que là aussi il y a une sorte de similitude entre ces deux clubs, et c'est ce qui fait la portée aussi importante de ce match-là. On va s'intéresser d'abord aux Spice Boys pour continuer avec Roy Evans. Ils lui ont fait la misère, Tate. Hein. Ils ont complètement fait la misère avec les rumeurs sur les tabloïds, avec Emma Waxer, avec Robbie Fowler. Emma Bunton, avec Robbie Fowler. Avec Robbie Fowler. Emma, la Spice Girls, pour les plus jeunes qui nous écoutent. Robbie Fowler qui avait une vie aussi en dehors du terrain qui était assez compliquée. En fait, ils lui ont fait, entre guillemets, ce que Beckham a fait à Ferguson dans les années 2000, début des années 2000. Mais à 6. Exactement. À 6, exactement. Alors justement, ces jeunes là, c'est Jamie Redknapp, c'est David James, c'est McManaman, c'est Fowler, c'est McAteer, Jason McAteer, très important aussi. Justement, tu parlais de beaux garçons. T'as cette image, Geoffrey, forcément, en ce jour de match, le costume qu'ils nous mettent, le costume Armani tout blanc avec des chaussures Gucci. Oui, et les chaussures Gucci, mais c'est un petit peu limite tout ce qu'on ressort finalement de cette finale. Pour les gens qui ont vécu un peu à l'époque, ils vont te dire ah oui, la finale, donc forcément un Liverpool United, le but de Cantona à la fin, et forcément le costume des Spice Boys qui était un petit peu n'importe quoi. Et puis c'est Robbie Fowler qui avait dit que c'était la faute de David James parce qu'il était devenu donc mannequin pour Armani, et qui les avait un petit peu forcés pour avec des jolies affiches en slip de David James. Ouais, non, mais c'est complètement n'importe quoi. On avait aussi même avant cela, on avait Jason McAteer qui tournait aussi des pubs pour Head & Shoulders. Il y avait la fameuse aussi fête de Noël de 1998 où ils se sont tous retrouvés pour faire une orgie. Alors orgie de quoi? Je n'en sais rien, mais c'était n'importe quoi. Bien sûr, on parlait de chocolat. Oui, voilà, exactement. Et l'implication, alors je ne sais pas si vous savez, cette fameuse, ça a fait un scandale outre-Manche juste avant l'Euro 96, fin mai, la fameuse affaire du chest dentist, où en fait c'était l'équipe d'Angleterre. Oui, exactement. L'équipe d'Angleterre était en tournée en Chine. Ils jouaient contre un expérimental, et en fait, ça tombait aussi le jour de l'anniversaire de Paul Gascoigne, et c'était le pauvre Brian Robson, l'adjoint de Terry Venables, qui devait un petit peu les surveiller le soir. Et en fait, à un moment dans un bar, ils ont vu 2 chaises. Ils se sont mis tous la tête à l'envers, et avec l'alcool qui coulait à flot, etc. Et d'ailleurs, ça a été reproduit dans la célébration du but de Gascoigne contre l'Écosse, etc. Mais ça a fait aussi un scandale aussi. Enfin voilà, les Spice Boys, c'était du n'importe quoi à l'époque. C'était fou. C'est très Liverpool. Ils faisaient, justement, ils occupaient peut-être beaucoup plus les tabloïds que les auteurs du classement de Première Ligue, contrairement, Tate, aux jeunes de Class of 92, avec les Butt, les frères Neville, les Beckham. Même si à cette époque, il y avait comme tu le disais tout à l'heure, Chris, you will never win anything with kids. On parlait directement de ces jeunes garçons qui, au final, ont réussi à gagner, Tate, avec Ferguson. Les baby Ferguson, comme on les avait à l'époque. Donc, comme tu l'as rappelé, donc Beckham, Scholes,
les frères Neville, Nicky Butt et Ryan Giggs, et Terry Cook aussi, qui avait beaucoup d'espoir, dont Ferguson avait beaucoup d'espoir. Robbie Savage. Robbie Savage, mais sauf qu'il est déjà parti, Savage, il me semble. Ouais, mais il y avait beaucoup. Il était là, cette fameuse FA Youth Cup 92, et puis bah. Exactement. Et il joue en attaque en plus, à l'époque. Exactement. Il joue en attaque, il n'est pas au milieu de terrain. Et on a cette équipe-là qui est menée aussi par, comme a dit Gilles, le meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue. Et c'est lui qui, ok, ils font un bon début de saison, ça gagne au début de saison, mais c'est lui qui les fait gagner à partir du mois de janvier, c'est Cantona, tout simplement. La différence. C'est lui qui met les premiers buts, c'est lui qui fait les passes décisives. Le seul qui en pâtissait dans tout ça, c'était Andy Cole, qui, si vous regardez bien, avec Cantona, ça n'a pas très très bien marché, même au niveau stats. Et dès qu'il bat, Andy Cole commence à plus scorer. Mais sinon, le reste, que ce soit Butt qui marquait, Scholes qui met 10 buts cette année-là, Cantona, c'était vraiment la plaque tournante. Il marquait, il faisait. Cantona 14 et c'est le meilleur buteur de Manchester. Et c'est des buts qui pèsent. C'est vraiment des buts qui pèsent. Oui. Des buts qui pèsent. Mais comme les buts, Tate, qu'il a marqués lors de son arrivée à Manchester pour l'année 92-93. Des buts très importants. Pas autant. Mais par exemple, quand il arrive, en fait, c'était une léthargie offensive. Il arrive, donc ils ont du mal à marquer. C'est vraiment lui qui, grâce à lui, ils arrivent, il emmène un nouvel allant offensif. Exactement, comme lors du derby, dans le derby contre City. Oui. Complètement. Puis je pense aussi d'ailleurs aussi au début de saison 92-93, cette prise de responsabilité, notamment sur le coup franc décalé contre Arsenal, cette frappe en pleine lucarne. C'est des exemples comme ça où on montre que finalement il va compter et après finalement c'est lui le patron et après tout passe vraiment par lui à partir de 95 quand les Hughes et les Bruce commencent à plonger. Il y a plus Byron Robson, je veux dire, oui. En 96. C'est lui qui a le brassard et c'est lui qui emmène l'équipe vraiment au sommet, c'est lui. Ça dit quoi j'avais envie de vous lancer sur une sorte d'âge d'or de la jeunesse anglaise, mais ça dit quoi de cette double confrontation, Geoffrey, ça dit quoi de la jeunesse anglaise à l'époque? Est-ce que le succès de la formation anglaise, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut retirer de cette présence des jeunes des deux côtés sur cette feuille de match? Ça a un impact forcément, puisque là, en plus, ça concerne les deux équipes les plus mythiques d'Angleterre et les deux plus importantes. Ouais. Alors c'est vrai qu'en plus ça arrivait aussi à un moment où United commençait à redresser au niveau en tout cas des résultats et des trophées, et puis Liverpool un peu de descendre. Mais en tout cas c'est sûr que ça a eu un impact énorme. S'il y avait eu la même chose du côté de Manchester City, de Chelsea et puis d'autres équipes, on va dire un petit peu moindres, ça aurait pas eu peut-être autant d'effets. Et surtout en plus qu'il y a eu vraiment des gros résultats et puis il y a eu des gros résultats et du beau jeu du côté United, mais même s'il n'y a pas eu de résultats, il y a quand même aussi ce qu'il fallait aussi sur le terrain du côté de Liverpool. Donc forcément, ça a joué après un rôle au niveau de la formation dans les gros clubs et de continuer à former des jeunes de l'académie et à donner leur chance. Et puis on a bien vu à la suite que c'était évidemment le cas. Alors juste une petite statistique intéressante, c'est que si vous prenez la liste des 22 joueurs anglais à l'Euro 96, 11 ont moins de 25 ans. Et j'ai pas compté ceux qui avaient 25 ans comme Gareth Southgate ou Alan Shearer. C'est pour vous dire à quel point à cette époque c'était assez important. Les jeunes étaient. Il y a aussi l'effet Ezel aussi. Le fait que les Anglais ne jouent pas la Coupe d'Europe pendant 7 ans, et ça a attiré de moins en moins les étrangers, et ça faisait aussi que les clubs faisaient jouer les jeunes de l'académie. Il y a ça aussi. Oui, mais justement, d'où l'importance de parler de ce match-là, parce que quand on regarde les deux effectifs entre Butt, Giggs, Keane aussi, qui c'est un certain âge déjà, mais quand même ça reste une sorte de nouvelle génération. Philippe Neville, où on a de l'autre côté Redknapp, McLaman, Fowler, McAteer, etc. On a beaucoup de joueurs très jeunes et qui vont dominer la Première Ligue sur les 10 prochaines années, Gilles Christ. Oui, justement, notamment cette équipe de Manchester. Oui, parce que du côté Liverpool, ils vont pas forcément rester d'ailleurs. Ils vont pas rester, ils vont tous dégager, notamment avec Gérard Houllier. Mais pour Manchester, arrêtez de rigoler, putain. Non, mais pour Manchester, c'est vrai que on pose les bases quand même d'une domination qu'on a vu très clairement sur la fin des années 90. Avec ce triplé qui arrive en pointe d'ordre pour terminer le siècle, et après le basculement vers le nouveau millénaire, avec d'autres titres qui sont arrivés, 2000, 2001, 2003,
Et cette équipe-là, donc cette équipe-là était vraiment sur un cycle de victoire qui est quand même assez conséquent. Et cette continuité-là, comme on le disait depuis le début, c'est même aussi cette saison-là un peu la transition entre ce que Cantona a déjà accompli par le passé et ce que eux vont accomplir par la suite. Et c'est intéressant de voir que ce match-là est vraiment l'exemple même de ce que va devenir Manchester sur la scène anglaise. Donc une force majeure et dominante. Alors justement, j'aimerais aussi qu'on s'attarde sur... justement, Cantona, on en a beaucoup parlé déjà sur ce podcast-là, mais c'est quand même très important d'en parler aussi parce que c'est la figure qui va permettre à tous ces jeunes de pouvoir grandir doucement. Et c'est de lui que vient la lumière sur ce match, Geoffrey, aussi, comme par hasard. Est-ce que c'est même pas surprenant finalement ? C'est pas surprenant parce que comme par hasard, faut que ce soit lui qui soit à l'entrée de la surface, faut que ce soit lui qui fasse sa reprise, etc. Et puis finalement, quand on voit, en plus, c'est pas une reprise un petit peu anodine, etc. Pas facile à mettre, hein. Pas facile. Non. Il arque énormément son corps et il va la chercher très très loin après pour pouvoir la rabattre et la rabattre suffisamment de force. Et puis en plus, après, c'est vrai qu'aussi elle traverse une forêt de joueurs pour aller au fond. Mais oui, c'est comme par hasard, fallait que ça vienne de lui. Et puis on le voit aussi à la fin du match quand ils sont sur la pelouse en attendant la remise du trophée, où en fait, on a l'impression en fait qu'ils sont tous autour de lui, la caméra est braquée sur lui. Et lui, en fait, il applaudit les spectateurs, évidemment, surtout les supporters, évidemment, de United pour la victoire. Mais c'est comme si, ils étaient attirés par lui, pour le glorifier un petit peu. Et c'est pas exagéré ce que je dis. Et comme par hasard, c'est exactement ça. Il avait le brassard de capitaine, donc en remplacement de Steve Bruce qui n'avait pas pu jouer. Et d'ailleurs, par un geste de grande classe, il avait demandé à la fin du match à Steve Bruce de venir avec lui à la Royal Box. Et Steve Bruce aussi donc a refusé, parce qu'il faisait, Donc ça aussi, ça fait partie aussi de ce mythe un petit peu Cantona, où c'est vrai que voilà, il y a ce caractère, il y a ce comportement sur le terrain, il y a ces gestes de classe, mais il y a aussi un comportement aussi bienveillant envers ses coéquipiers à souligner. Ouais. Le seul non britannique des 28 personnes impliquées sur ce match-là, c'est incroyable. Oui, c'est pour dire que voilà, il y en a qu'un qui doit. Là, il y a Peter Schmeichel aussi, pardon. Il y a Peter Schmeichel, le Danois, mais s'il y en a un parmi eux tous qui doit faire la différence, ce sera lui. Et ça a été le cas pendant toute sa période de 92 jusqu'en 97, le cas en Première Ligue. Et c'est pour ça que moi, je serai jamais... je profiterai de chaque épisode où je le pourrais pour dire que Cantona, c'est le plus grand de l'histoire de la Première Ligue. Mais surtout, moi, ce que je pense aussi sur l'année 96, et c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pu faire cet Euro 96 avec l'équipe de France et cette demi-finale contre la République tchèque chez lui à Old Trafford, parce que je pense très sincèrement que il fait cet Euro 96, il y a ce parcours-là, déjà le Old Trafford serait rempli contre la République tchèque, ils vont peut-être en finale, et je suis désolé, c'est peut-être le Ballon d'Or 96 qu'on a à ce moment-là. Ouais, mais bon. Alors, il y a un autre joueur aussi qui est important, en tout cas dans ce côté figure de proue paternaliste, c'est Yann Moustache Tate, qui joue aussi son dernier match du côté de Liverpool. Il rentre à la 74e minute à la place de Stan Collymore. Peut-être pas forcément le choix tactique le plus idoine, mais voilà, c'est une autre figure aussi d'un certain football, d'un certain Liverpool qui dit adieu, pas au football, mais en tout cas à Liverpool. Ouais, mais malheureusement, son deuxième passage était plus Yann Crush que Yann Rush. Malheureusement, il était un peu cramoise, le pauvre. Et non, il était cuit, il était complètement cuit. C'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Et bon, ça fait un peu. Bon, moi, j'ai revu un peu les images. Ça fait un peu de peine sur certains trucs à le revoir à ce moment-là, quand même. Mais oui, la legacy, il devait. Aussi, justement, le rôle de leader que Cantona avait avec les jeunes à l'époque, les Baby Ferguson, lui aurait pu l'avoir avec les Space Boys. Malheureusement, il n'avait pas ce leadership que Cantona avait. Ils ont trop de caractère aussi, les Space Boys. Non, John Barnes, il aurait pu avoir. C'est le capitaine, ça fait 10 ans qu'il est au club.
Lui aussi, il était un peu cramois. T'as eu le ventre en finale. T'as eu le ventre C'était la fin. En plus, avant, il était beaucoup plus porté à l'attaque. Maintenant, il était beaucoup plus après au milieu. Donc, que ce soit à côté de Michael Thomas ou là en finale de Jamie Redknapp. Et ouais, ça commençait un petit peu à être cramoisi malheureusement. Et puis ouais, il y a une rush, c'est quand même assez triste. Je pense qu'il y a aussi peut-être aussi cette volonté de Roy Evans aussi je vais pas dire un dernier tour d'honneur en finale de FA Cup parce qu'il y a quand même un énorme enjeu. Mais il y avait quand même un petit peu de ça. Il faudra aussi rappeler que c'est le meilleur buteur en finale de FA Cup et c'est quand même le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Donc, et il y a 0-0 quand il rentre. Et il y a 0-0 quand il rentre, ouais. Ça, et en plus, il y avait un adage qui disait que dès qu'il y a une rush marque un but en finale de Cup, Liverpool gagne la coupe. Exactement. C'était exactement ça. Donc, ouais. Mais bon, ce but, malheureusement, je dis malheureusement parce que j'ai une légère sympathie pour Liverpool, contrairement à vous trois, messieurs. On ne l'a pas précisé. Ça me déçoit, toi, vraiment. Exactement, c'est ton seul défaut, Reda. Non, ce Liverpool, franchement, c'est charismatique, c'est drôle, il y a des anecdotes, et puis ça joue bien au football, et puis on s'ennuie pas, quoi. Mais c'est vrai que c'est une question aussi que je voulais vous poser, mais quand on regarde justement cette classe of 92 et les Spice Boys, footballistes, enfin, en termes de talent vraiment pur, quand même quelque part ça se vaut. Et il y a Paul Scholes d'un côté, Beckham, mais de l'autre côté, il y a McLaren, etc. Même Paul Scholes, c'est fini. Ça suffit. Mais Manchester, les Mancuniens n'ont pas de Fowler, par exemple. Et par la suite, ils n'auront pas de Michael Owen non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui a fait que du côté de Manchester United, on réussisse à créer quelque chose, une émulation autour de cette jeunesse, et pas du côté de Liverpool? C'est Ferguson, Brian Kidd, Cantona. Exactement. Et surtout que, regardez, quand vous regardez le match, par exemple, Paul Scholes, quand il rentre à la place d'Andy Cole. Et c'est du poste pour poste, quasiment. Donc, c'est-à-dire qu'il vient en tant qu'attaquant, même si c'est plutôt sur l'aspect défensif de la chose qu'il joue en pointe. Et voilà, mais voilà, c'est vrai que Manchester n'a pas connu ce fameux petit phénomène anglais en attaque que Liverpool avait, mais après sur le reste, par exemple David Beckham, par exemple moi sur les 15 premières minutes de la rencontre, la précision des passes qu'il fait. C'était incroyable. Sur le début de match, les 5 premières minutes, Cole il peut ouvrir le score 2 fois. Il y a eu un énorme ballon là de David Beckham, mais absolument magnifique. David Beckham. Exactement. Mais ça vient aussi du fait aussi que Ferguson était très 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 proche de Eric Harrison qui était l'entraîneur justement de cette classe of 92 qui a un petit peu, je vais dire le faux nom. Normalement le vrai nom c'est les Fergie Flaggings. Flaggings ça veut dire les genoux en gros on va dire en anglais vulgarisé, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais oui, en fait, il y a eu déjà une très très grosse proximité. Et forcément, ça facilite tout aussi. Et on voit de toute façon la prise de pouvoir qu'a eu ces jeunes à partir de 94 et 95, qui a été absolument phénoménale dans l'histoire du club. Et finalement, je vais vous poser la question à trois Mancuniens, donc c'est un peu bête, mais c'est le vainqueur qu'il fallait. Je commence. Le vainqueur qu'il fallait. Parce que moi, franchement, j'ai cette intime conviction qui dit que l'équipe qui allait gagner ce match-là allait avoir ce que Manchester a eu par la suite. Je sais pas pourquoi je le vois. Parce que même Roy Evans, pour le coup, Roy Evans va pas durer longtemps. Il va être aussi l'adjoint de Houllier avant que ça finisse mal. Mais ça c'est humiliant par contre. Mais s'il avait gagné cette FA Cup, il n'aurait jamais été l'adjoint de Gérard Houllier. Je suis sûr qu'il aurait continué à réussir à trouver quelque chose à faire de ces Spice Boys. Et c'est pour ça, je sais pas, j'ai cette intime conviction qui me dit que voilà, Cantona a donné 10 ans de carrière à ce Manchester United. C'est ce que Robbie Fowler a dit dans son interview en 2008 au Mirror, où là où il reparle aussi des Spice Boys, comme quoi ils étaient stigmatisés, etc. à l'époque, mais que si en plus Liverpool avait gagné, on aurait finalement très peu parlé de leur costume crème. On en aurait parlé forcément au début parce que c'est vrai que c'est quand même assez excentrique et on n'avait pas l'habitude de voir ça dans le football anglais, surtout lors des on va dire du défoulement d'avant-match et de la reconnaissance de la pelouse.
Mais voilà, il n'y aurait pas eu autant d'impact par rapport à ça. Et c'est vrai que peut-être que oui, ça a eu un tournant dans le sens où est-ce que United aurait forcément surfé aussi sur ce succès-là? Ils sont pas sûr. Après, c'est facile de refaire l'histoire, mais c'est vrai qu'on peut se poser en tout cas la question, ça c'est sûr. Tate? Pour moi, ça aurait rien changé. Manchester aurait continué à être Manchester. Et si vous regardez bien les carrières individuelles après le match des Spice Boys, c'est pas non plus les attentes. Ils sont un peu loin des attentes quand on regarde. Oui, mais justement, est-ce que s'ils avaient gagné ce match, bon, on sait pas. Moi, c'est juste que ça m'intéresse. Je trouve ça curieux en fait. C'est tout. Mais c'est vrai que gagné, comme tu as dit, je suis d'accord avec toi. Ray Evans aurait eu une immunité plus longue. C'est vrai. Il n'aurait jamais été co-entraîneur avec Gérard Rouillet, ce qui est très humiliant. Très humiliant. Non seulement d'être co-entraîneur, mais en plus d'un Français. C'est très humiliant. Ça serait jamais arrivé. Mais sinon, je pense que individuellement, Stan Collymore reste Stan Collymore avec sa vie, son œuvre, Robbie Fowler aussi et Tutti Quanti aussi. Hein. Je te laisse terminer le podcast. On n'est pas forcément, et c'est vraiment fait exprès de la part de l'équipe, d'entrer dans le match précisément parce qu'on voulait aussi vous faire sortir la dimension historique et symbolique qu'avait ce match-là. Mais on vous mettra des images de cette rencontre qui était un très beau match de foot et je pense que ça, on l'a suffisamment dit. Mais voilà, c'était surtout une façon pour nous de revenir sur ce contexte, sur cette époque anglaise qui va être à l'origine de ce que va devenir le football anglais par la suite. Exactement, et surtout avant que Arsène Wenger n'arrive. Hein. Donc du coup, c'est vrai qu'on dit que les Anglais ont découvert le football avec l'arrivée de Arsène Wenger, alors que dans ce match-là, pour grossir le trait, mais voilà, alors que quand tu regardes ce match-là, il y a quand même deux styles qui s'opposent, une défense à 3 pour Liverpool avec 3 centraux, une défense, le back four classique à l'anglaise aussi qui pour Manchester United, du football, du jeu. Et c'est vrai que par exemple, le contexte du match permet de pouvoir raconter plusieurs histoires à côté de cette rencontre. Et j'espère que c'est ce qu'on a fait au cours du temps qu'on a passé ensemble dans cet épisode. Et surtout, on arrive quand on termine cet épisode-là, et on se dit que voilà, le football anglais que l'on va voir à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, il est peut-être conditionné par cette rencontre en particulier, parce que oui, le meilleur a gagné à la fin. Tout simplement. Voilà, ça c'est une phrase qui devrait faire plaisir à Geoffrey, n'est-ce pas? Si c'est le Geoffrey supporter United, ça c'est sûr. Après, j'essaye quand même de rester complètement objectif dans le cadre de mon métier. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une rencontre qui forcément qui marque, on va dire d'une manière un petit peu indélébile, le mythe Cantona, en tout cas dans cette première ligue et dans le début de l'histoire de la première ligue. Faut pas oublier que de toute façon, ça deviendra jamais la première star étrangère et peut-être même première star tout court de l'histoire de ce championnat recréé, on va dire, en 92. Mais c'est vrai que oui, ce match-là fait date, ce but fait date, surtout par rapport à l'adversaire. Si ça avait été un Manchester United Derby County, on n'en aurait pas forcément entendu parler. Je n'ai évidemment rien contre les supporters des Rams de Derby County, bien sûr. Mais oui, en tout cas, c'est sûr que ça fait date et tout le contexte autour, que ça soit au niveau de la saison, évidemment, ces fameux Spice Boys, la Class of 92, etc. Tout participe un petit peu au mythe Cantona et au mythe de cette rencontre et de cette saison. Ouais. Et j'espère que du coup, tu as pris du plaisir à en parler avec nous sur ce numéro. Ah absolument. De toute façon, tous les sujets rétro, j'adore ça. Et puis en plus, quand ça concerne l'Angleterre et pas forcément Manchester United, mais quand ça concerne tout, un petit peu tout ce qu'on peut parler de l'Angleterre, c'est toujours un plaisir. Alors on mettra, si tu nous l'accordes, tes réseaux sociaux sur les nôtres afin que tous les gens qui nous écoutent puissent écouter et lire ton travail qui est de qualité. Et puis pour les plus fidèles aussi aux auditeurs des libéraux, bien vous aurez l'occasion d'entendre Geoffrey très incessamment sous peu, dans un futur podcast. Et donc je vous dis merci à tous et à très vite. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.